la troisième partie des palabres. Le sujet de la soirée, c'est autour des femmes fortes et des femmes libres. Et justement, dans le livre de Florine Paozotti, on parle d'une femme, Deborah Palmer, qui est une femme forte, une femme assez dynamique. On s'est posé la question justement, est-ce que la liberté de la femme en Afrique, elle a évolué, elle n'a pas évolué, est-ce que les femmes sont libres, vous en pensez quoi? Je rappelle que ce personnage de Deborah Palmer, qui est également Pamela Benson, m'a été inspiré par ma cousine. Une cousine qui est extraordinaire. Et très souvent, je l'attaquais, je l'appelle James Bond Girl, parce qu'elle a une capacité de mensonge. Et quand elle veut quelque chose, elle finit toujours par l'obtenir. Elle m'a dit un jour qu'elle voudrait être, parce que c'est une esthéticienne, elle voudrait être la maquilleuse du président de la République. Et elle est devenue. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est devenue. Elle m'a dit aussi qu'elle voulait être la maîtresse d'un homme d'affaires, bien en vue, et elle est devenue. Je ne sais pas comment elle s'avance. C'est vrai qu'elle est belle, mais il ne suffit pas d'être belle pour aller. C'est une femme belle. C'est ce que femme veut, je le veux. Je ne suis pas femme pour ça. C'est une femme extraordinaire, je la trouve vraiment extraordinaire, dans tout ce qu'elle fait, même si c'est parfois avec une malhonnêteté qu'elle a fait. Vraiment, je l'admire pour ça. Et je dis, mais si elle est un personnage de ce genre-là, il est sûr qu'un jour je vais le transformer en personnage. En personnage dans un de vos livres. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de conditions féminines dans nos livres, notamment du poids de la tradition, des femmes qui se sentent encore aujourd'hui obligées de se marier, parce que dans la société, une femme qui n'est pas mariée n'a pas vraiment de statut social, on va dire ça. Vous en pensez quoi? C'est à vous la parole là ce soir. Par contre, moi j'aurais une question là-dessus à Florent. Est-ce que quand tu écris, tu prends en compte le fait de mettre des personnages féminins dans certaines positions ou pas du tout? Ou est-ce que tu as le souci de te dire il me faut mettre des personnages féminins? Parce que souvent dans les polars, classiquement, les personnages, que ce soit la prostituée, le personnage féminin, je veux dire, n'ont pas toujours le bon rôle dans les polars classiques. Est-ce que toi tu as le souci de te dire il me faut, pas forcément honnête, mais il me faut un personnage fort, un personnage féminin fort? Dans tous les romans, les personnages féminins sont très forts. Mais c'est un souci ou c'est simplement au fil de l'écriture ça vient comme ça? Non, c'est-à-dire que c'est au fil de l'écriture. Et je me rappelle parce que je discutais toujours avec ma soeur, parce que je suis le Benjamin dans sa famille. Et il se fait qu'il y a une grande différence entre mon frère, le dernier frère que j'ai, et moi-même. Donc entre les deux, il y a au moins 4 filles. Et souvent j'étais avec les filles. J'étais vraiment dans leur intimité, leurs règles ne m'étaient pas étrangères. Quand un homme les drague, je suis toujours au courant de tout ça là. Et même parfois, quand elles parlent de leur débat, je suis là et je participe à la conversation. Donc, comment les femmes ne me cachaient, enfin j'estime que aucune femme ne peut rien me cacher par rapport à ces sujets-là. Et donc forcément, quand il m'arrive de camper la figure d'un personnage, je mets le maximum dans ces personnages. Et c'est les femmes fortes, c'est les femmes courageuses. Il y en a qui ont même dit que je suis une féministe, ce que je n'ai jamais revendiqué. Mais toujours est-il que j'ai besoin à chaque fois de faire appel à mes souvenirs pour voir dans la
laquelle de ces femmes-là je peux me retrouver par rapport à mes sœurs et après eh bien, rendre une enveloppe plus comment dirais-je, plus charmante, parce que toutes les femmes que j'ai décrites, elles sont très belles, elles sont des corps de rêve, etc. Bon, globalement. Alors la femme en Afrique, elle est libre ou pas? C'est le sujet de la question. Je répondre à la question. Je soupçonne donc Robert et François d'avoir sélectionné les livres d'aujourd'hui, parce que je pense que Ken Gougoul aurait été bien là aussi avec Riwan ou le Chemin de Sable, où effectivement, c'est ce que j'ai compris en résumé, à cause d'avoir donc été une femme assez libre, avoir fait un tour du monde, décider avec quel homme elle voulait être, se retrouve à accepter la polygamie et reconnaître en fait que là est peut-être la place de la femme. Non mais pas n'importe quelle polygamie. 28e femme. 28e femme d'un série. Pourquoi opposer liberté à polygamie? Je ne comprends pas. Non mais c'est Cédric qui l'a fait. Oui, mais c'est à lui que je pose la question. Non, elle dit, elle choisit. Après avoir été une femme libre, c'est comme si elle changeait. Non, elle est libre, elle a choisi son mari. Oui, là, dans ce cadre-là, la polygamie, elle l'a choisie. Ah oui, on parle. Ce n'est pas... Oui, voilà. Ah oui. Mais là, vous parlez de quel personnage? Du personnage. Bon. Non, le personnage. Le personnage. Reste sur les romans. Le personnage. Mais dans le roman, les autres femmes qu'elle décrit, donc c'est co-épouses, n'ont pas l'air assez aussi libres qu'elle. Ils n'ont pas l'air. Ouais. Ils n'ont pas l'air. Il y a même une qui s'enfuit, je pense. Oui, mais encore une fois, dans ce roman-là de Ken Gougoul, justement, elle décrit un personnage qui est un personnage fort, libre, qui fait des choix. Mais moi, à l'époque, c'est ce que j'avais reproché un peu à ce roman-là, c'est que tous les autres personnages, elles sont ni libres, ni elles subissent l'environnement. En fait, elles subissent dans le sens où elles ne se posent même pas la question qu'ils puissent avoir quelque chose de différent, pour certaines d'entre elles. Sauf Ramata qui, après, s'enfuit. Donc, elle décrit un personnage qui est l'unique personnage féminin qui est assez libre pour choisir d'être une 28e femme, mais que toutes les autres, elles n'ont pas le choix. Et dans les livres féminins, je dirais même Mariam Abba, dans Une si longue lettre, c'est pas une femme libre. C'est une femme qui devient libre à un moment parce que bon, elle rejette le frère qui veut la récupérer, mais elle fait des choix qui sont des choix dictés aussi quelque part. L'homme, il a beau être volage, je reste là. Sa copine, elle choisit de partir, mais dans la littérature féminine, en tout cas africaine, on a... En tout cas, la notion de la liberté, elle n'est peut-être pas celle qu'on voudrait voir. C'est des exemples aussi oui, très spécifiques. De si longue lettre. Dans les années 70. Je ne sais pas si dans les capitales sénégal à Dakar, je ne suis pas certaine que... on a chroniqué beaucoup de classiques. On a chroniqué les Aminata Sofal, des autres. Mais par exemple, les dernières auteurs sénégalaises, nouvelle génération qu'on a chroniquées, c'est vrai que l'un des points communs, c'est qu'elles sont moins dans la revendication. Elles sont moins dans la revendication que leurs aînés. Donc peut-être par rapport à ça, on pourrait dire qu'elles sont plus libres. On met quoi dans le mot liberté? C'est ça la base. Pour une femme ou pour ces femmes, qu'est-ce qu'on met dans le mot liberté? Oui, je voudrais aborder un exemple de lutte, de culture. Je crois que dans tous les pays d'Afrique, il y a cette lutte de certaines femmes, mais ça reste quand même souvent des cas isolés. C'est extrêmement difficile. J'ai édité un livre écrit par un auteur du Malawi, et donc qui dénonce une tradition qu'il y a au Malawi, c'est la tradition de l'inceste. L'inceste non seulement n'est pas interdit, mais est obligatoire. C'est-à-dire que toute fille de la maison doit être déflorée soit par son père, soit par un des frères de son père. C'est l'actualité. Oui, aujourd'hui, oui. Et l'auteur de il appelle ça des nouvelles parce qu'il a écrit ça en 4 fois, mais c'est un roman, puisque c'est les mêmes personnages qu'on retrouve. La femme, le thème de ce livre, c'est que la femme, elle se révolte. C'est une femme moderne, elle a fait des études, et elle rejette cette tradition. Donc la première personne à qui elle est victime parce qu'elle est devenue veuve. Et la veuve,
pour être libérée de son époux défunt, doit avoir un rapport sexuel avec un des frères de son époux. Et elle rejette ça parce qu'elle le vit comme un viol. Et la première personne qu'elle va trouver, c'est sa mère. Or, sa mère lui répond, écoute, je suis veuve, je suis passée par là et je n'en suis pas morte. Et donc, c'est vrai que lorsqu'il y a ce désir de libération, qui vient du fait qu'il y a une évolution, il y a le poids familial qui est souvent extrêmement fort, extrêmement pesant. Et dans le texte dont je parle, la femme sait de quoi son mari est mort. Il est mort du sida. Elle sait qu'elle-même, elle est séropositive, et elle sait qu'elle va infester le beau-frère. Or, ce beau-frère va être celui qui va déflorer les jeunes filles de la famille. Ce qui explique que le Malawi soit le pays au monde où il y a le plus de séropositifs. Il y a le monsieur qui voulait intervenir. Oui, tout à fait. Merci. Je suis donc Daniel Gaouin, donc j'interviens, c'est la première fois que je suis amené à participer sur ce débat qui est très intéressant. Donc j'ai entendu dire surtout la question qui nous a été posée, savoir s'il y a la liberté des femmes en Afrique, c'est ça? Exactement. Alors je pense que, donc il y a beaucoup d'intervenants ici. Je pense qu'il faut se replonger sur plusieurs cadres. Il faut avoir plusieurs structures de pensée pour répondre à votre question. L'une des structures de pensée, savoir est-ce qu'on pose la question, comme la dame tout à l'heure, on pose la question sur la femme à Dakar, plutôt dire est-ce que la femme musulmane est libre? Parce que quand vous allez, par exemple, dans le centre de l'Afrique, vous allez aussi reposer la même question autrement. Est-ce que la femme dans le centre de l'Afrique, qui est plutôt d'obédiente chrétienne ou animiste ou bénin, est libre? Donc, à partir de là, on peut mener plusieurs réflexions. Alors, moi, ce que je vous dis, soit également d'origine camerounaise, je vous dis qu'au Cameroun, sans être au Cameroun, en passant en disant que la société historique africaine est matriarcale, ce qui veut dire quelque chose dans la matriarcalité de la société africaine, qui veut dire quand même que la femme est quand même le ciment de la famille, le ciment de la société. C'est une grosse partie de la liberté, c'est on remet aussi à se reposer la question de savoir ce que c'est une liberté. Donc au Cameroun, il y a des villages à Douala, où je suis originaire, il y a des villages qui ont été créés par les femmes, il y a très très longtemps. Très très longtemps. Des grands ensembles aujourd'hui qui comptent plus de millions d'habitants, qui ont été créés et qui ont également resté, les noms des femmes sont restés. Ce qui veut dire quand même que la femme n'était pas seulement cet outil, donc on veut bien décrire, savoir que si l'on décide d'avoir 8 femmes ou 10 femmes, ces femmes n'ont pas de valeur. Donc c'est dans une pensée, dans une structure culturelle bien précise, qui acceptait que l'homme puisse avoir les femmes. Et d'ailleurs, cette femme devait accepter d'avoir ces hommes-là. C'est-à-dire que si, je ne sais pas comment ça se passe réellement au Bénin, au Cameroun, je connais le mieux, c'est que quand on est déjà marié et qu'on a envie d'avoir une femme, c'est la première femme qui décide de quelle femme qui entre dans le foyer. Et cette seconde femme, cette énième femme, elle doit accepter le fait d'entrer dans ce foyer-là. Donc, quelque part, elle a le droit d'accepter ou de refuser. Donc, ce n'est pas autant systématique ou automatique. C'est le schéma idéal. Non, c'est pas le schéma idéal, c'est la loi. C'est pas le schéma idéal. Pour dire que la loi au Congo, c'est ça. Hein. C'est pas le schéma idéal. Elle a été déflorée, mais dans la loi, on choisit à son premier mariage. C'est une structure culturelle. Non, mais j'ai bien compris. C'est une Ce que je structure veux dire, culturelle. c'est qu'en tant que femme, je connais un peu le Cameroun aussi et des personnes camerounaises. Excusez-moi, c'est l'apparence d'un choix. Parce qu'aujourd'hui, la femme, si elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec cette coépouse, le mari, il reste avec elle quand même. Et par la force des choses, elle se retrouve contrainte de l'accepter. Non, partir. Donc là, une fois de plus. Non. Encore une fois de plus, j'ajouterai une autre couche, un autre niveau de la perception de la question à laquelle vous avez posé, qui est il ne faut pas avoir du tout une perception occidentale de la société africaine. Parce que quand on vit avec une perception occidentale de la société africaine, tous les paramètres sont faussés au départ. Oui, non, c'est pas une perception occidentale, hein, c'est vraiment une analyse de la polygamie là. Non, c'est pas une analyse. Parce que quand vous parlez avec des femmes, excusez-moi, mais quand vous parlez avec des femmes africaines qui sont dans des foyers polygames, après, moi je nuancerais les choses autrement. Je dirais plutôt que vous avez à ce moment-là une perception masculine de la polygamie et les femmes ont une perception féminine de la polygamie. L'exemple que je vous ai donné,
que je connais mieux parce que je dis ça se passe. Ça fait un bon bout de temps que moi, quand je vais au Cameroun, c'est pas. Les gens qui, les hommes qui ont envie des femmes passent toujours par ce schéma-là. C'est-à-dire qu'au fait, au préalable, il y avait 2 conditions au préalable. Vous épousez une femme, elle ne donne pas des enfants, pour votre première femme. Et comme les Africains, effectivement, la famille, donc l'enfant, c'est quelque chose de très très important. Donc il faut à tout prix avoir de l'enfant, avoir des enfants. Et donc, comme la première femme ne procrée pas, on ne sait pas pourquoi, ou si c'est l'homme qui a le problème, on suppose toujours que c'est la femme qui a le droit de nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que fait la première femme? La première femme va chercher une jeune, plus jeune qu'elle, en général. Évidemment. Plus jeune qu'elle. Ensuite, on a la chance, c'est-à-dire qu'il y a 2 cas. Ce cas-là, c'est-à-dire que la première femme va chercher une jeune femme plus qu'elle. Cette jeune femme doit accepter le foyer. Deuxième condition. L'autre cas, c'est que l'homme est héritier d'une famille qui est assez noble, qui a beaucoup de champs, et donc au lieu d'aller chercher des personnes très loin pour venir cultiver, travailler dans les champs, quand les femmes acceptent d'épouser cet homme, ces femmes-là savent d'emblée qu'en acceptant d'épouser cet homme, il y aura d'autres femmes, parce qu'on a besoin de travailler dans les champs. Donc voilà un peu une façon de voir qui n'est pas. On peut, ça dit avec un œil occidental, on peut se dire c'est pas bien parce que à peu près ça va retomber sur l'esclavagisme ou quoi que ce soit. Mais quand on reste dans la pensée typiquement africaine, on peut trouver positivement les choses et se dire effectivement là-dedans si on pioche, on verra peut-être que la femme n'est pas assez. Il y a des choses qui veulent intervenir. Juste pour dire, ce qui est un peu, j'ai un peu hésité par rapport à ce thème-là aussi, j'étais pas très, parce que très souvent dans nos débats quand on parle de liberté de la femme, on aboutit très vite à la polygamie. Mais pour dire que je pense que Aurore et Daniel, c'est ça, n'ont pas tort, mais je pense que moi j'ai plutôt l'impression que c'est une question temporelle. Parce qu'on a l'impression, traditionnellement, ce qu'il dit, regardez la grande royale. Voilà. La grande royale, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, la grande royale. En RDC, vous allez chez les Mangos, c'est la polyandrie. Vous allez chez les Mangos, c'est une femme qui décide. Au Congo, jusqu'à aujourd'hui, dans la loi, pour avoir une seconde femme, la première doit être d'accord. Mais encore une fois, dans le temps, on a même l'impression que ce pouvoir qu'avaient les femmes, dans le temps, c'est amoindri. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est moins libre aujourd'hui qu'à l'époque. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, on a parlé de la Grande Royale. C'est vrai que c'est une figure mythique de la littérature africaine, mais les Grandes Royales, on en a un peu partout. Mais à condition, parce qu'en ce moment-là, ces femmes, elles sont dans quel état féminin? Elles sont ménopausées. Et chez nous, on a les taïnos, c'est-à-dire les prêtresses vaudou, qui acquièrent la valeur de l'importance à partir du moment où elles n'ont plus de règles. Donc elles ne sont plus dans leur état féminin. La féminité c'est temporel. Il a précisé, c'est temporel. Non, mais moi, quand je dis temporel, c'est dans le sens où aujourd'hui, on a l'impression que ce pouvoir qu'avaient les femmes, cette place qu'avaient les femmes qui était une place centrale, elles ont perdu aujourd'hui. Et moi, de par la religion, les religions qui sont très machistes d'une manière générale, mais elles ont perdu ce pouvoir-là aujourd'hui, alors que dans la plupart des livres qu'on lit, quel que soit l'endroit, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, le pouvoir central des femmes semblait beaucoup plus important qu'aujourd'hui. On avait l'impression que le matriarcat, les enfants appartiennent aux femmes. C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de littérature. Alors, on voit dans la littérature et puis ça file dans la société, que ça revient dans la littérature, c'est toujours difficile à suivre. Alors, je voudrais intervenir sur le matriarcat d'abord. Le matriarcat, c'est une des plus grandes supercheries qui fait passer en fait la femme ou le pouvoir de la femme au centre. Ce n'est pas la femme, c'est la mère. Comme quelqu'un l'a dit, donc c'est une femme en mesure de donner des enfants. Ça c'est une chose. Mais ce n'est pas elle qui représente le pouvoir. Dans les sociétés matriarcales, celui qui représente le pouvoir, c'est l'oncle. C'est donc le frère le plus proche de la femme.
Donc il y a une sorte de... finalement, dans l'apparence, on a l'impression que c'est la femme. En fait, non, c'est toujours le pouvoir masculin derrière. C'est pas systématique. Systématique. C'est l'oncle. Systématique. C'est l'oncle qui a le pouvoir. C'est pas systématique. Systématique. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Alors, je sais pas comment vous dites ça. Vous dites tante, vous, dans certaines langues. En lingala. En lingala et en Ou en Kikongo. et les deux langues que je connais, tante se dit tata moi, c'est-à-dire le père féminin. Et tout ceci pour revenir à la grande royale, qui est en vérité la tante de Samba, du fameux Samba, c'est-à-dire dans la cosmogonie, en fait un homme. La tante c'est un homme. Ce n'est pas une femme. Enfin, dans l'imaginaire, dans cette façon de concevoir les choses, la tante, c'est, on va dire, le pendant du père. Donc, à ce moment-là, elle peut avoir de l'autorité. Là où je veux te rejoindre, Donc, on a un trucage qui fait passer finalement la femme. Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'importance, mais C'est pas de trucage. mais il y a quand même dans tout ça une certaine supériorité, pas supériorité, mais en tout cas une autorité masculine qui pointe à l'horizon, qu'on essaie de noyer dans une Parce sorte que de... l'Afrique, c'est pas. Historiquement, en Afrique, c'est la complémentarité. ce que Ramsey est en train de dire, en fait, c'est que la femme est crédible dans sa liberté dès l'instant où on peut lui donner des attributs masculins, c'est ça? Ah non. Non, justement, ça je disais. Les attributs, non. Les attributs, non. Que dans la mesure où elle peut remplir certaines fonctions qu'on a décidé qu'elle remplirait. C'est-à-dire la fonction de mère. Non. Je vais donner la parole à Pierre et je vais la repasser ensuite. Il y a Pierre qui voulait dire quelque chose, mais Pierre a levé la main. Je veux dire qu'effectivement. Pierre, par contre, il était obligé de porter un peu la voix. Oui, donc, tout à l'heure, tu as évoqué le matriarcat, tu l'as évoqué aussi. Je dirais chacun a son matriarcat. Parce que en fonction de l'histoire, en fonction des ethnies, les femmes ont une pratique du pouvoir qui est différente. Et le statut dans le matriarcat est différent chez vous, par exemple, que ce qu'on peut trouver en pays mandingue, ou ce qu'on pouvait trouver autrefois en Nubie, ou qu'on pouvait trouver en Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai dit il y a quelques semaines déjà qu'il y a eu des femmes fortes en Afrique. Et chez vous, dans le Congo, je crois me souvenir qu'une femme avait été reine donc des Luba, et qui avait été chef de guerre. Elle avait notamment renversé et tué son frère, Kassongo. Et attention, le chasseur est arrivé. Et ensuite, je veux dire aussi qu'il y a eu d'autres femmes, toujours dans le bassin du Congo, mais là on est, qui sont venues, elle s'appelait Yuba, et elle, cette Yuba, elle a, à la tête de ses troupes, elle a essayé de buter les Portugais. Ça, c'est pour votre coin. Si je vais maintenant au Bénin, on a eu quand même des femmes fortes, des femmes, oui, mais j'aime pas le terme de l'Amazon parce que c'est impropre. Je dis que c'est impropre de parler de l'Amazon, puisque je préfère dire le terme de femme guerrière, puisque au Bénin, dans les années 1835, le roi a eu recours à ces femmes guerrières, et que lorsque les Français sont arrivés, une femme qui était à la tête d'une armée strictement féminine de 6 000 femmes a essayé donc de renverser une forteresse. Mais là, je crois, toi tu connais bien l'histoire, donc je ne vais pas te raconter. Et puis dans d'autres coins, on a eu d'autres femmes. S'il y a des gens qui sont ici originaires du Niger, du Nigeria, qui sont peut-être Yoruba ou Hausa, il ne faut pas oublier qu'entre le 10e et le 11e siècle, l'ensemble des cités Hausa
étaient tenues par des femmes. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle les cités-États, entre le 10e et le 11e. Si on va un petit peu plus loin en Afrique, je dirais sur l'aire géographique de la Sierra Leone actuelle, c'est pareil. Il y avait une dame qu'on appelait, qui était du nom de Madame Yoko. Cette Madame Yoko, à la fin du 18e, a essayé de fédérer un certain nombre de tribus sur sur une aire géographique tellement importante, la plus importante finalement qui était sous leur coupe. Ça s'appelait donc le Patamandé. Et ce royaume, cette confédération d'États, elle était tenue par une femme. Alors, ils ne veulent pas dire aujourd'hui que finalement, c'est parce que les femmes, on veut bien leur donner telle ou telle chose. Elles savaient prendre les choses. Et si on va encore plus loin, on va parler de Arsinoé, on peut parler de Kpaïtaré, qui donc elle se trouve donc dans la, comment dirais-je, on se retrouve dans ce qu'on appelle la Namibie d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, Pierre? Aujourd'hui, les femmes, c'est à elles de faire leur choix. Je crois que ce qui manque aujourd'hui à notre Afrique, c'est parce qu'en fait, elle a perdu sa mémoire. Nous sommes à l'ère de l'ordinateur. Il y a les mémoires vives et les mémoires mortes. Et il se trouve que tout le monde pense, tout le monde a tendance à adopter les mêmes schémas. Mais à partir du moment où il y a eu cette grande collision de cultures, qu'on a appelé à un moment donné colonisation, puis décolonisation, puis la modernité, où il s'agissait alors d'appliquer le modèle dominant, et bien à partir de ce moment-là, il y a eu une rupture dans la transmission. Et si aujourd'hui, la plus grande chance pour l'Afrique passe par les femmes, eh bien c'est à vous, mes jeunes sœurs qui êtes là, de dire à vos filles, vos cousines, etc., leur montrer les modèles qu'il y avait autrefois. À savoir que la femme avait réellement une place importante dans pratiquement tous les coins de l'Afrique. Je crois que c'est sur la superficie de l'Afrique, il y avait à peu près 74% de l'Afrique qui était sous le domaine du matriarcat. Et c'est quand même la chose qui aujourd'hui est la plus importante. Et puis, alors évidemment, on peut voir que j'étais il n'y a pas très longtemps dans un cénacle, disons, de femmes qui, je peux bien imaginer, c'est un cénacle de femmes, de femmes entrepreneurs, et qui essayaient, africaines, qui essayaient de jeter des pistes. Il n'y avait pas que d'Africaines, il y avait également des Indiennes, puisqu'en fait c'était essentiellement la place des femmes entrepreneurs dans les pays émergents. Et donc, si l'une d'entre elles m'avait convié dans leur cercle, c'était essentiellement pour développer ces pistes, en rappelant un petit peu, je dirais, les figures tutélaires dans les différentes zones, parce que ma communication était en anglais. Mais donc, ce qui a permis en fait de voir que dans différents coins, il y avait ces et qu'aujourd'hui, si on peut dire à nos filles, à nos cousines, ne baissez pas la tête, parce que si vous croyez que c'est ça, non, une femme, elle est faite aussi pour avoir, elle est debout, elle n'est pas couchée. Donc si on peut bien, Pierre, la femme était libre avant, elle a un tout petit peu perdu son identité. Elle a perdu son identité. C'est pas tout à fait ça. C'est pas qu'elle a perdu son identité. C'est qu'il y a eu une période pendant laquelle parce que il n'y avait plus de contact avec ce qui était hier, eh bien il y a eu un brouillage. Il y a eu un brouillage de l'image. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le dramatique de nos sociétés avec les gens de la 2e, 3e, 4e génération qui savent plus s'ils sont africains, s'ils sont européens, s'ils sont ci, s'ils sont ça. C'est exactement ce genre de conneries. Alors moi je dis tout simplement, non, les femmes elles ont tout leur rôle. En Afrique, moi je connais des femmes qui sont libres, je connais des femmes qui sont libres, et je pense qu'aujourd'hui si on doit avoir la liberté au sens, je dirais, je décide de ce que je fais, etc., eh bien ça passe d'abord par l'ouverture d'esprit, ça passe par les moyens de communication pour aider les plus jeunes,
à se responsabiliser, se mettre en main. Le contexte dont il parle rapidement, la période dont Pierre parle, il n'y avait ni islam ni christianisme. La clé se trouve là. La clé, si, la clé se trouve là. Obamé, tu vas nous troubler et la parole aux femmes. Françoise, il y en a une qui a demandé. Oui, c'est vrai, il y a Célia qui a posé les questions bien avant. Non, vas-y. Allez, vas-y. Célia, vas-y. C'est après tout. Non, mais en fait, j'aurais pu en lui parler, j'entends tellement de passifs que j'entends énormément de clichés, j'entends, je sais pas, parler de je sais pas. Ben justement, c'est là la discussion de palabres, c'est ça, c'est un échange. C'est un échange, c'est pas être ami de l'autre, c'est ça, vraiment, c'est une même voix que des pensifs et des clichés, il y a vachement sur les femmes, et pas les femmes, et sur la femme africaine, et enfin, moi, je sais pas compris ce que c'était la femme africaine ce soir, parce qu'apparemment aussi, le matin, c'est pas l'Afrique, ça j'ai bien compris. Bien sûr. Enfin, je sais pas, je suis un petit peu perdue. En gros, j'ai rien à dire. T'as perdu ton fils? Non, j'ai pas perdu mon fils. Il y a des fois, là, en tant que femme, il y a des choses que j'ai du mal à entendre. En tant que femme musulmane, il y a des choses que j'ai du mal à entendre. Là, l'islam qui est quand même sorti un peu dans les bouches. Là, et voilà, je vois pas le rapport en fait. Là, je rejoins Dakar comme Sophie me regardait. Et mon seul discours pour préparer le sommet de la francophonie à la fin du mois, mon seul discours quand je suis revenue de Dakar, c'était je n'ai pas vu une élite de femmes en France comme j'ai vu à Dakar. Et c'est pas la première fois que j'allais à Dakar. Voilà, moi quand je vois plus d'élites féminines, donc oh les femmes maintenant elles sont perdues, elles sont soumises à l'islam. Moi je trouve que c'est du cliché, un cliché dangereux. Je trouve que la femme africaine est toujours aussi puissante, évidemment elle est une puissance, c'est pas un mythe. Ça n'a rien à voir avec la virilité comme on retrouve là dans le roman là, de Leonora Miano qu'elle a sorti l'année dernière avec ses femmes viriles, là, il y avait tout ça. Ça n'a rien à voir avec la virilité, je pense qu'elle a ça en elle, je pense que c'est lié aussi au travail de la terre, hein. Il y a un moment, il ne faut pas se leurrer. On retrouve ça aussi en Amérique du Sud. Je ne trouve pas que la génération, on en parlait de 3e, 4e génération, je les trouve toujours aussi puissantes. Et là-bas, j'ai rencontré une élite intellectuelle, culturelle, des filles qui ne sont pas forcément des filles et qui réussissent bien mieux que nous, on réussit en tant que femmes françaises. Justement, je veux peut-être intervenir dessus. Est-ce que le cas du Sénégal n'est pas à part en sachant que de toute façon, les premières voies littéraires marquantes en Afrique sont un peu venues du Sénégal? C'est une question. Non, mais c'est une très bonne question, mais ce n'était pas des Sénégalaises, puisque c'était une délégation étrangère en fait, là, qui était sur place. Donc tout le monde venait d'ailleurs. Il y avait effectivement des Français, mais il y avait beaucoup de femmes. Alors, plutôt gratin intellectuel. L'Afrique francophone. Alors, bien sûr, mais ça n'empêche que je peux comparer, en existant dans cette élite intellectuelle en France, je peux juste comparer en termes de pouvoir, en termes d'éthos, vraiment. Elles ont confiance en elles. Elles y vont, elles ne se posent pas de questions. Moi, je trouve que c'est ici que la femme elle est complexée, qu'elle a des problèmes. Et c'est ici, je suis désolée, là, je parle un petit peu, mais c'est ici qu'elle est aussi harcelée sexuellement tous les jours. Voilà, ça aussi, c'est en France que ça se passe. C'est pas au Sénégal que ça se passe, c'est pas ailleurs. Donc il y a un moment, moi j'aime pas le comportement des hommes en France, le comportement des hommes en Afrique ne me dérange pas. Après, par rapport aux guerrières précoloniales, l'histoire, etc., nous en Algérie, on a les Kabyles, on a la Kaïna, celle qui était avec sa lance sur le cheval, etc. Il y a un moment, moi je suis d'accord avec ce que disait Ramsey, l'idéalisation de cette figure matriarcale, c'est quand elle n'a plus ses règles, c'est quand elle ne peut plus enfanter, c'est quand un homme ne la désire plus. Chez nous, c'est un tos, c'est l'épouse, elle devient un rare, c'est la vieille. Donc le mari l'appelle sa femme la vieille. Donc ça, oui, c'est le matriarcat. Mais après, entre deux âges, non, elle dérange. La femme réglée, la femme qui n'est pas... la femme séduisante, la femme encore jeune, la femme qui est encore en âge de porter des enfants, de procréer, c'est pas elle, c'est pas le matriarcat, elle passe derrière. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est juste pour l'islam, il faut faire attention à l'islam et le christianisme, hein, parce que les deux aspects. Moi, je pense que ça n'a rien à voir, il y a la femme puissante. Je ne sais pas pourquoi elle est aussi puissante en Afrique, mais c'est comme ça. Non, mais qu'on le veuille ou non, on est quand même, malheureusement, obligé de faire un parallèle avec les religions, même si on ne veut pas rentrer dedans, parce que les religions induisent quand même, effectivement, merci, des comportements qui font que la femme est conditionnée à certains comportements, à un certain rôle dans la société. Vas-y, François. La question que je voulais poser, c'est est-ce que c'est pas plutôt aussi une question d'organisation sociale et politique à la limite? Parce que par exemple, le modèle occidental est très pyramidal, hein, très dominateur, il y a la révolution,
Bon, alors que peut-être il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, alors peut-être que certains modèles traditionnels africains sont plus dans le transversal. Pas forcément. Non, Je sais pas. il y a C'est une question il y a- qui moi, c'est une question qui m'a. Jean-Baptiste, vous voulez intervenir? Oui, bon, je découvre le cadre comme beaucoup de gens, enfin peut-être pas tout le monde, hein, je me réjouis, ouais, pas là. Moi, je vous remercie de prendre des initiatives comme celle-là, faire parler les auteurs et ne pas les enfermer dans leurs hôtels ou chez leurs amis à manger et à boire. Je vous remercie de faire vivre la littérature, de faire vivre la culture et de partager la connaissance. En fait, tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il y avait un thème, donc c'était sur les femmes. Comme par hasard, j'ai reçu un manuscrit qui s'appelle Polygamique. J'avais jamais imaginé ce mot-là. J'ai pas eu le temps de le lire, mais tout de suite, je dis polygamique, le titre me plaît déjà. Je n'ai pas lu. Mais que je prends une des langues africaines que je comprends assez bien, c'est-à-dire le fond, ou le bon, même le yoruba, je vais te dire, le mot oncle en France, quand on dit oncle, en tout cas en français, il est neutre. Il n'indexe aucun des genres. Ce n'est pas le cas dans les langues dont je parle. Vous avez parlé de Tata Moassi. Tata Moassi, chez moi, c'est inné chez les gens de l'Est, de l'Ouest, Sud-Ouest, inné, mais en fait, en goût, tu vas entendre ignorer, mais en fait, tu veux, c'est les mêmes peuples qui ont migré jusqu'à l'Ouest, jusqu'à l'Est, tu vois, donc. Mais les Togolais, eux, ils ont gardé la formulation la plus pure, l'inné, donc en fait, donc. Mais le minette, tout de suite, tu sais que c'est le frère de ta mère. Tout de suite, tu sais, il y a un mot dans la langue qui désigne voilà, le caractère maternel. En Lingala, c'est pareil. En Lingala, c'est pareil. Ah non, on dit Nobo pour dire le frère de ta mère. Mais ce que je disais, c'est par rapport à l'autorité. Oui, mais attends, j'y viens. C'est-à-dire que la langue a cette chose de spécifique qu'elle n'est jamais gratuite. Mais je suis d'accord. Si à un moment donné, on a décidé. Ah non, mais en France, on dit oncle, c'est pas innocent non plus. Ramsey, il faut le laisser développer parce que je suis désolée, mais il reste. Non, mais en fait, pour faire court, j'ai entendu aussi parler d'organisation sociale. La première manifestation de l'organisation, elle apparaît d'abord dans le langage. Donc, à partir du moment où on affecte des signes sur les réels, sur les signifiés, mais c'est qu'il y a une raison. Ça peut être des objectifs de domination, de pouvoir. Et les femmes, qu'on le veuille ou non, c'est quand même, elles font partie du noyau de la société. Sans femmes, la société disparaît. Oui, excusez-moi, la seule chose que j'ajouterais concernant les femmes, c'est de dire que j'ai entendu parler du matriarcat, et puis j'ai entendu aussi parler d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre. Ce sont des constructions, Michel, le Gabon c'est l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Non mais un pays qui est côtier en Afrique, on l'appelle l'Afrique centrale, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est lui qui a fait la remarque le premier. Donc ce sont des constructions politiques, ce sont des constructions de langage. Afrique centrale, ça ne veut rien dire. Mais non, mais excusez-moi, même si géographiquement ça ne veut rien dire, culturellement ça a du sens. Je veux dire que culturellement, allons-y culturellement. Vous voyez chez les Antillais, hein? Géographiquement, ça veut dire quelque chose. Oh, pas trop, pas trop. Bah si, on est. Le Rwanda, je veux bien, mais après, je sais pas. Le Congo, même, le Congo a un littoral. Les deux. Non, une dernière chose. Sur le matriarcat. On doit consommer. Sur le matriarcat, oui, il n'y a pas de problème. Il y a des bouquins, Oui. Non, 2 secondes sur le matriarcat. 2 secondes sur le matriarcat. Le matriarcat, ce n'est pas un objectif. Toutes les sociétés produisent des systèmes qui élèvent le groupe au-dessus des infrastructures, c'est-à-dire les installent dans les superstructures. Le matriarcat n'est pas dans la superstructure, elle est dans l'infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous, même dans les sociétés dites matriarcales, si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a des constructions
c'est-à-dire superstructurelle, qui élève le groupe au-delà. Mais la femme fait l'enfant. Si c'est ça, c'est trop facile. Pourquoi on donne le nom du père à un enfant qui est né d'une mère alors que l'homme n'a jamais été enceint? C'est récent. C'est pas récent. Ah bon? Ce sont des constructions philosophiques. On aura l'occasion de revenir. Ce sont des constructions philosophiques. C'est un objectif. Ça dépend des régions. Les livres de Florent Paosotti sont disponibles dans la salle. Profitez de sa présence pour avoir une petite efficace. Alors, nous avons la traite, c'est la musaraigne. Si la coupe du mouton est sale, ce n'est pas au bord de l'Unir, né à Michel l'homme qui et la progression des hommes. Donc on va lui laisser quelques minutes à vos chéquiers, à vos... En tout cas, merci à tous de votre présence pour ce...